Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va évoquer un grand sujet, ça concerne tout le monde. Il s'agit de la peur et notamment comment pouvoir y faire face ou la contrôler. C'est parti. Je vais balayer essentiellement tous les sujets liés au développement personnel comme la peur du jugement de l'autre ou des choses comme ça. Et on va uniquement s'axer sur ce qui concerne tout l'aspect combatif. Comment faire pour ne pas transmettre l'information de notre peur à notre interlocuteur. C'est, je pense, la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. D'abord, comment ça fonctionne? Parce que si vous ne savez pas, ça va être compliqué de pouvoir en bloquer le mécanisme. Alors la peur, c'est une émotion primaire que vous ne pourrez pas contrôler. Comme toutes les émotions, c'est des choses qui nous arrivent en flot. C'est incontrôlable, c'est inné, c'est ancré dans notre ADN. La peur est principalement gérée par tout ce qui est complexe amygdalien, donc l'amygdale de manière générale. Et il y a une partie qui peut être gérée aussi par l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Donc, comment elle se traduit la peur? Elle se traduit par une augmentation du rythme cardiaque, l'écarquillement des yeux, vous allez avoir les mains moites, la chair de poule, des tremblements, tout ce qui va vous préparer à pouvoir soit fuir rapidement, en tout cas tout ce qui va préparer une réaction rapide. Après, si l'émotion est trop forte, on peut avoir l'effet inverse qui va totalement vous inhiber. Si vous prenez des animaux, quels qu'ils soient, Darwin en faisait l'expérience. Comment ils traduisaient la peur? La première chose que faisaient les animaux, hop, ils se mettaient en boule pour se cacher et il y avait en route, en branle, tous les mécanismes que je vous ai précités juste avant, de manière à pouvoir fuir le plus vite possible si le danger le nécessitait. La peur peut également être induite. En laboratoire, il y a des expériences qui sont faites sur des animaux où on associe un son à une douleur ou un choc électrique ou des choses comme ça. Si vous répétez l'expérience un nombre certain de fois, il vous suffira juste ensuite d'induire juste le son et immédiatement la bestiole qui aura subi l'expérience sera prise de peur et réagira comme si elle subissait un choc électrique ou comme si elle allait subir un choc électrique. Elle va se préparer à ce choc. Si vous pouvez programmer des animaux à ressentir de la peur, vous pouvez également programmer des humains. Tous les boxeurs pieds-points expérimentés le font. Exemple, je vais rentrer crochet gauche niveau tête, crochet gauche au niveau du foie. Et là, si c'est passé, chaque fois que je vais amorcer le type de mouvement qui laissera penser à mon adversaire que je vais faire ça, va lui induire une certaine peur qui va programmer une réaction. C'est-à-dire que de fait, il va se fermer sur un côté. S'il se ferme sur un côté, ça me libère l'autre. Donc, on peut parfaitement programmer des humains dans un cap qui nous permettra de pouvoir agir tel qu'on le souhaite. Comment ça se passe au plan chimique? En fait, vous allez recevoir une injection assez massive d'adrénaline et de cortisol. L'adrénaline, vous savez tout ce que c'est. La cortisol sert à réguler les sucres. Donc, en fait, tout ce qui va permettre une réaction très rapide va être induite par l'ensemble de ces deux injections. En préface, je vous ai indiqué que la peur est aussi liée au siège de la mémoire. Et donc, plus vous allez vivre de manière récurrente une forme de peur, mieux votre corps va s'adapter. En tout cas, il va répondre de manière plus rapide. Et là, on ne parle pas des phobies ni des troubles post-traumatiques ou encore moins des troubles anxieux. Je vous parle des peurs plus ou moins classiques que tout le monde ressent. Pour argumenter ce que je viens de vous exposer, en fait, je vais vous citer juste un exemple qui n'a rien à voir avec les agressions. La première fois que j'ai sauté en avion, en fait, en parachute, je souriais en regardant les autres claquer les genoux dans l'avion. Parce que, en fait, je ne ressentais aucune peur. J'avais visualisé mon saut, imaginé une forme de confort sur un coussin d'air. Et du coup, j'y étais allé vraiment sans stress. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on m'a demandé de sauter? J'ai sauté. Arrivé au sol, non, 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 non. C'était terminé tout ça. Parce qu'arrivé au sol, l'expérience que j'avais faite était totalement différente de celle que j'avais imaginée. Donc, grosse montée de peur, ce qui fait que pour le deuxième saut, là, j'ai claqué des genoux comme tout le monde dans l'avion. Donc je suis là, je saute, et vraiment, arrivé au sol, peur, peur, peur. Troisième saut, j'ai eu tellement peur qu'en fait, j'ai vomi dans le ciel. Je vous ai fait un fumigène, donc tant pis pour ceux qui étaient au sol. De toute façon, vous sautez à 4100 mètres, il n'arrive plus rien à arriver au sol. Mais j'ai eu vraiment tellement peur, alors que j'ai vécu pas mal de situations plus que stressantes dans ma vie. Mais celle-ci était vraiment différente. Que là, mon corps a réagi, j'ai vomi. Je suis arrivé au sol, je me suis dit, allez, je vais terminer ma formation, mais c'est pas fait pour moi. Et en fait,
Sur le quatrième saut, je me suis dit, bon, on va tout reprendre à zéro, parce que là, j'ai eu le temps de pouvoir analyser. Hein. On parle bien d'une chose qu'on peut analyser. Et j'ai revisualisé l'ensemble de mes sauts, et je me suis dit, tant qu'à faire, sur le quatrième, je vais essayer de penser fun. Fun, quelque chose qui me plaise. Donc ça a commencé avant même de monter dans l'avion. Grand sourire à tout le monde, les mains vers le ciel, on commence à s'auto-conditionner, un peu à la manière d'un primate. Hein. Je vous ai déjà filé un document à regarder dans lequel vous pourrez constater tous ces automatismes. Donc prendre en gros tout le comportement d'un alpha et monter dans l'avion tel quel, en pensant fun, 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 fun. La porte s'est ouverte, le moniteur qui me formait m'a dit voilà, tu vas sauter, tu vas faire 4 boules avant. Je me suis dit allez, ok, c'est parti, fun. J'ai fait mes 4 boules avant et en fait, j'ai trouvé, il y a une part de plaisir qui s'est glissée dans la grosse part de peur que je ressentais. Ça a modifié intégralement la perception que j'avais de ce moment-là. Ce qui fait qu'à partir du 5e saut, la part du plaisir est devenue plus grande. 6e, ça a continué d'augmenter. Et passé le 7e saut, je n'ai plus jamais ressenti de peur en sautant dans l'avion. Au contraire, vous êtes dans le ciel à 4000 mètres, c'est de la plénitude totale. Ce qui vous permet de dilater le temps, parce que le temps de chute est très court hein, si vous faites du vol relatif, donc debout. Ça dure 30 secondes. Si vous êtes à plat, 60 secondes maxi, hein, plutôt 50. Et si vous faites des records de vitesse comme ceux que j'ai pu faire, 425 km/h, là ça va vraiment très vite. Mais là, en fait, vous ressentez de la plénitude totale. Tout ça pour vous dire que sur des situations stressantes que vous avez pu vivre, vous pouvez vous programmer de manière à pouvoir les vivre de mieux en mieux, jusqu'à ne plus jamais ressentir de peur. En fait, vous ressentez la peur, mais elle n'occupe qu'une petite place par rapport à tout l'aspect positif. Donc vous me direz là-dedans où est la part de combat, on va y venir. D'abord, avant toute chose, la peur est salvatrice. Chaque fois qu'on me donne des exemples et qu'on me dit oui mais toi tu n'aurais pas eu peur, c'est faux. Sur chaque situation que j'ai vécue, avant la situation, j'ai ressenti la peur. Pendant la situation, vous êtes plein d'adrénaline, de cortisol, donc on est dans une situation violente. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, donc pas le temps d'avoir peur puisque vous êtes dans l'action, enfin dans la réaction. Encore que, il m'est arrivé au milieu d'une rixe qui durait un certain temps, qui est un micro temps de pause qui me permet de ressentir de nouveau la peur, de réanalyser, oh putain mais ils sont vachement nombreux, et hop, ça revient, et ça repart immédiatement, puisqu'après vous êtes dans la réaction, donc l'obligation de réagir. Et j'ai pas évoqué l'après, mais après aussi, il m'est souvent arrivé de ressentir à nouveau la peur. Juste par rapport à la situation que je venais de vivre, ça remonte comme un flot, et vous vous sentez comme comme dans le moment qui précédait l'agression. Avec les questions qui arrivent en foule, vous refaites 100 fois le combat. Et si j'avais fait ça, et si, ça c'est tout le monde. Comment faire avec les signaux qui trahissent votre peur? Donc la lèvre qui bouge, les mains qui tremblent et autres. Ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir les mains qui tremblaient ou la lèvre qui bouge, c'est pour ça que je l'évoque. Et concernant la lèvre, j'avais tendance à sourire, mais j'ai des origines asiatiques, c'est aussi induit par mon éducation. Donc en souriant, en fait, ça masque l'ensemble. Bien souvent, c'est pris pour de la provocation ou de l'arrogance, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas montrer qu'on a peur. Et la deuxième chose, concernant les mains, en fait, je me les tenais fortement avec, en bandant mes muscles comme un arc. C'est-à-dire qu'elles se tiennent fortement, donc je ne suis pas en train de trembler des deux côtés, mais elles se tiennent de manière à ne plus trembler. Et bander comme un arc, ça veut dire que dès que je relâche, ça me permet de pouvoir partir immédiatement. Okay. On appelle ça les gardes déguisés. Dès que vous voyez quelqu'un comme ça, garde déguisé, tout le monde connaît. Bon, là, les mains, vous les verrez trembler. Ici, c'est possible de les empêcher de trembler. Là, c'est sûr qu'elles ne trembleront plus. Jusqu'au jour où, et je ne vous souhaite pas d'avoir le genre de parcours que j'ai eu,
mais tous ceux qui ont... Les portiers, vous prenez un portier discothèque, ça se bastonne tout le temps, tout le temps. En tout cas, il y a tout le temps des mouvements. Leurs mains ne tremblent plus. Ou alors, c'est parce qu'ils sont fatigués ou des choses comme ça. Mais leurs mains ne tremblent plus. Parce que les situations se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. À force, ton cerveau connaît déjà, tu sais déjà comment ça va démarrer, tu sais pas comment ça va se terminer, c'est tout. Mais tes mains ne tremblent plus. Comment faire pour donc lutter contre ça si vous n'avez pas eu un vécu difficile ou une enfance difficile? Je suis un enfant battu, mon père était un bourreau, et quand j'allais à l'école, j'avais 2 ans d'avance, je me faisais harceler par l'ensemble de ceux qui représentent la société actuellement. Et je vous protège la société. Un peu de gratitude, s'il vous plaît. Donc, à force de prendre des coups dans la gueule, j'ai appris à ne plus les craindre. Les dernières fois où mon père me déboîtait mon bras, donc ce bras il le prenait et le mettait en angle droit de cette manière, en fait, je rigolais de douleur, ce qui faisait que ça le stoppait lui-même. Donc, mais vous n'aurez pas tous ce parcours, et je ne vous le souhaite pas. Mais par contre, il y a d'autres leviers pour pouvoir faire face à l'appréhension des coups ou l'appréhension d'en donner. On va en venir à l'importance des sparring. Et quand je parle de sparring, les débutants, on les fait travailler à la touche de manière à ce qu'ils se détruisent pas la tronche ou se fassent pas détruire par un confirmé. Mais il y a une exigence au fil du temps qui va être de mettre des coups qui soient très lourds et d'en recevoir qui soient très lourds également. C'est pas du sadomasochisme en fait. C'est une forme, c'est de l'entraînement pur, et une forme d'accoutumance à des hostilités auxquelles vous vous préparez. Si vous faites un art martial et que vous prétendez vouloir acquérir les moyens de vos ambitions, il faut que vous sachiez ce que c'est que de prendre des coups dans la gueule. À la salle, vous avez la possibilité de prendre des coups dans la gueule. Vous pouvez prendre un KO avec des gants de boxe. Faut pas en prendre trop, mais des vrais coups, des vrais low kicks, des vrais coups de poing dans la gueule, ça va en fait vous préparer votre esprit à ne plus ressentir la peur dans la rue de prendre des coups dans la gueule de l'autre côté. Parce que vous en avez pris à la salle, vous savez comment ça se passe. Vous savez que pour mettre une gauche-droite à l'autre, il ne va pas rester bras ballants, bras tendus, ou totalement complaisant à votre égard. Si vous lui mettez des coups, il va vous en mettre. Si vous montez en rythme, donc si vous êtes dur et que vous montez en rythme, l'autre va monter en rythme. Si ça devient encore plus dur, il va être encore plus dur. Dans toutes les salles de boxe, c'est comme ça. Si tu boxes, il boxe. Si tu frappes dur, il frappe dur. Je vais juste au nivelage, au nivellement, pardon, j'invente des mots, concernant mes élèves, qu'il n'y ait pas trop de différence de niveau, ou quand il y en a, en fait, je demande au plus dur de travailler surtout en défensif, de manière à laisser l'autre entrer en confiance, ne serait-ce que pour prendre des coups. En défensif, vous prenez des contres quand même quand vous y allez trop confiant. Ça permet de calmer des débutants qui prennent trop de confiance. Je ne veux pas une surconfiance dans ma salle. Je veux que vous preniez confiance dans la technique, je veux que vous preniez confiance de vos compétences, de la façon avec laquelle vous progressez, mais pas de surconfiance. La surconfiance vous amène à sous-estimer le danger que vous avez en face. Je ne sous-estime jamais la personne que j'ai en face. Si je me fais emmerder par un mec dont j'analyse que je suis beaucoup, beaucoup plus fort que lui, je vais me débrouiller pour pouvoir essayer de désamorcer la situation de manière générale. Mais s'il démarre, je vais lui mettre 2000% sans hésiter. Comme si j'avais affaire à un danger vraiment extrême. Et en plus, ça s'appelle respecter son adversaire. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas m'amuser comme un chat avec une pelote. Si je vais flécher personne, si on démarre, 2000%. Et je vais considérer que l'autre va me mettre 2000% aussi. Ce qui fait que je serai préparé physiquement et mentalement à pouvoir faire face aux coups qui vont m'arriver. Je vais ressentir aucune peur. La familiarisation avec les coups que vous allez prendre dans la gueule en salle va
estomper au fur et à mesure par le biais de l'habitude, à l'instar des sauts en parachute. Chaque saut supplémentaire me permettait d'estomper ma peur. Vous, chaque fois que vous allez prendre des coups à la gueule à la salle, vous aurez de moins en moins peur des coups. C'est suffisant pour faire face à la plupart des dangers que vous allez croiser dans la rue ou autre. C'est suffisant de manière générale pour pouvoir lutter contre tous ces verrous induits par son éducation, lutter contre tous les ancrages qu'on a fait auparavant et pouvoir sortir des outils lorsque c'est nécessaire. Ne plus rester inhibé ou totalement sidéré. Prendre des coups à la salle me semble un travail essentiel. Après, en interne, ce que vous pouvez faire chez vous, vous pouvez visualiser des scènes, vous projeter sur des drills fictifs dans des lieux où vous allez aller, ce qui vous permettra d'anticiper à peu près toutes les situations que vous pourrez rencontrer. Quand vous avez pris des coups dans la gueule, si quelqu'un vous sort un couteau, vous réagirez de manière moins stressée, plus mesurée. Vous n'allez pas jouer héros parce que vous savez ce qui peut se passer comme danger. Donc vous aurez une meilleure réaction, induite par une peur que vous aurez apprise à contrôler dans la salle. Je ne dis pas que vous allez essayer de désarmer la personne. Je n'ai pas dit ça du tout. Avec un couteau, si c'est une menace, je donne mes biens, le gars se barre, tant mieux. Je dis juste que le fait d'avoir été dur dans un milieu safe et contrôlé va préparer votre corps et votre esprit à pouvoir faire face à ces peurs. Vous ne tremblerez plus, vous aurez l'esprit plus clair et de fait une réponse mieux adaptée. Sur des situations à caractère particulier, comment arriver à faire face à sa peur? En fait, tout est induit par votre éducation et la façon dont vous vous percevez. Les leviers qui sont les vôtres. Je peux vous donner un levier dont je me sers, mais qui m'est propre, qui ne marchera pas forcément avec tout le monde, qui est celui de l'injustice. J'ai subi de l'injustice de 5 ans à 12 ans avec mon géniteur, j'ai subi de l'injustice de 5 ans jusqu'à 12 ans avec mes camarades de classe. Je ne supporte pas de voir des plus forts s'attaquer à plus faibles. C'est un levier très fort dans ma tête, très très puissant. Ça balaye tout. Je vous avais parlé de choses que vous devez chercher en vous, qui représentent plus que votre existence. Ce levier vaut plus que mon existence. Si je décris à l'instar des gens, je leur dis voilà, il y a une mamie, elle se fait agresser par 10 personnes. Si j'interroge 10 mecs à la salle, les 10 vont me dire ouais, moi je vais y aller. Vous vous mentez à vous-même. Il n'y aura pas 10 personnes qui vont y aller. Parce que vous serez paralysé par la peur, parce que vous allez attendre de voir s'il y a une possibilité de trouver de l'aide ailleurs ou des choses comme ça. Mais vous n'irez pas. Parce que vous aurez un intérêt plus grand pour votre propre existence que celle de la mamie. Moi, c'est pas tant la vie de la mamie qui va agir comme un levier, c'est cette injustice qui va bouleverser des choses en moi, que j'ai appris à canaliser, dira-t-on, dans la vie civile de tous les jours, qui vont faire que, au moment précis où ça va se passer, là par contre, imaginez un volcan. Le volcan explose. Maintenant, imaginez une chaîne de volcans. Là, la chaîne de volcans explose. Imaginez un soleil. On est déjà sur une échelle supérieure. Maintenant, vous allez imaginer une multitude de supernovas. Ce sont des soleils qui explosent. Et vous saurez ce que je ressens quand je vois quelque chose qui me paraît injuste. C'est un levier ultra puissant qui me permet de développer une abnégation sans faille. Je vais être obligé d'y aller parce que ne pas y aller sera plus dur à vivre pour moi. Et j'ai déjà vécu des situations dans lesquelles j'ai été obligé de ne rien faire. C'est horrible. Vous vivez avec ça toute votre vie. C'est impossible. Donc ces leviers sont devenus
trop puissant en moi, et à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Mais après, c'est une violence sourde qui se déverse. Et dans ma violence sourde, qui est constituée des supernovas que je vous ai décrites, et euphémisme, je n'ai pas de colère qui m'aveugle ou de choses comme ça reste quelque chose de violent, sourd, mais contrôlé jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsque je pratique une fracture sur une cheville, ou que je viens pour déboîter un bras, ou quelque chose comme ça, ou que j'arrive pour vous, si je vous tire dessus, tout est contrôlé de A à Z. Absolument tout. Et c'est cette indéfectible volonté et intention va vous donner un levier permettant de balayer des forces qui sont bien supérieures en nombre ou en puissance, peu importe. Avec rien, vous allez faire énorme. J'ai déjà fait fuir des personnes qui étaient beaucoup plus nombreuses. Et je ne suis pas seul. Si vous interrogez des portiers de discothèques, les 3 quarts du temps, c'est ce qu'ils font. Les gens arrivent en face, ils sont en groupe, machin, ils dégazent. Il y a un nombre incalculable de gens qui vivent ça, ce que je vous dis. C'est pas de la science-fiction. Voilà. Donc, sachez trouver les leviers qui sont les vôtres. Apprenez à vous connaître le mieux possible et trouvez ce qui a de l'importance pour vous, pour pouvoir faire face à cette situation exceptionnelle. Peut-être que ça va être la vie de votre proche, si vous êtes avec quelqu'un et que sa vie est en danger. Bah là, en fait, ça va être un levier qui va vous permettre de faire face à une peur qui sera balayée devant le danger imminent. Il y a plein de leviers que vous pouvez utiliser, mais en ça, je ne peux pas vous aider. C'est à vous de vous connaître le mieux possible. Savoir ce que vous pouvez utiliser en vous qui fera que vous saurez trouver ces forces. Et croyez-moi, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Il y a des choses que vous serez capable de produire qui dépassent l'entendement. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui, et pourquoi 12 ans? C'est parce que passé 12 ans, en fait, j'ai eu un déclic, une énième agression de trop, qui m'a fait perdre l'intégralité de l'estime que j'avais pour ma propre existence. Donc en fait, quand vous n'avez plus d'estime pour votre existence, vous devenez intouchable. Et de fait, j'ai plus jamais courbé l'échine ensuite. Et à 14 ans, je suis devenu trop fort pour mon géniteur. Mais c'est pas le sujet. J'ai choisi cette thématique pour vous dévoiler quelques éléments pseudo-privés, parce que ce ne sont plus des secrets depuis longtemps, mais dans un but vraiment éducatif. Au sens où je sais que parmi les personnes qui me regardent, il y a des femmes qui se font battre chez elles, des enfants qui subissent des violences, d'autres qui subissent des harcèlements. Et je veux pouvoir leur dire que dans la peur qu'ils vivent au quotidien, le désespoir qu'ils rencontrent, en fait, il y a toujours un chemin vers une solution, ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir les en libérer. Et je vous en ai parlé parce que si, de mon point de vue, enfin, si j'ai réussi de mon côté à pouvoir faire face à toutes ces peurs et à les vaincre, vous le pourrez aussi de votre côté. C'est juste une question de volonté. À un moment, on choisit de dire stop. Et quand vous choisissez de dire stop, en fait, c'est le premier pas vers la fin de toutes vos peurs. Ça vous permettra de balayer tout ce qui se mettra sur votre chemin. Sans crainte pour l'avenir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Un petit pouce bleu ou partager si vous sentez que cette vidéo peut être utile, c'est toujours sympa. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, c'est toujours de l'encouragement qui est sympa et ça fait plaisir. A très bientôt. Prenez soin des vôtres et prenez soin de vous.